Projet Pinget numéro 24 et aujourd'hui on va parler de l'Inquisitoire. L'Inquisitoire, c'est un texte publié par Robert Pinget en 1962. Je dis texte plutôt que roman, mais je pense que sur la première édition, que je ne possède pas, la grande édition des éditions de minuit, je pense qu'il y a écrit roman. Il faudrait revérifier. Je me suis avisé en préparant cette vidéo que l'Inquisitoire a été publié en 1962, c'est-à-dire il y a bientôt 60 ans, il y a 57 ans si on veut être précis, et que ma première lecture remonte à 1992, ça va donc faire bientôt 30 ans. Et bien quand, à 18 ans à peine, en 1992, j'ai lu l'Inquisitoire pour la première fois, ce livre avait 30 ans, ça me paraissait extrêmement ancien, bien sûr, c'était de l'ordre de l'histoire littéraire pour moi. Alors cette première lecture a beaucoup compté pour moi, c'était seulement le deuxième livre de Pinget que je lisais. Je rappelle que dans le cadre de ce projet Pinget, je relis les livres de Robert Pinget dans l'ordre chronologique de parution, mais que ce n'est pas du tout comme ça que j'ai découvert dans un premier temps l'œuvre de Pinget. J'avais commencé par un livre très récent, un livre vraiment tardif de Pinget, Duner, puis j'ai lu l'Inquisitoire, et ensuite j'ai lu un peu dans tous les sens, un peu n'importe comment. L'Inquisitoire, c'est le deuxième livre de Pinget que j'ai lu, et ça m'a énormément marqué. Je voulais juste montrer, avant de vraiment parler du livre, là j'ai relu l'Inquisitoire, je l'ai relu, c'est un livre qui fait 500 pages, c'est le livre le plus long de Robert Pinget, il est à part dans la production de Pinget aussi pour cela. C'est un livre que j'ai relu cette fois-ci en 2 temps. Je l'avais lu vraiment d'une traite, je ne sais plus très bien, en 2-3 jours, peut-être 3-4 jours. J'étais en hypocagne. Mais là, j'ai lu à peu près la moitié au mois de juin, puis je me suis interrompu pendant très longtemps, et je l'ai repris il y a une grosse semaine, et je l'ai lu en plusieurs morceaux. Et puisqu'on parle de plusieurs morceaux, c'est ce que je voulais montrer, j'ai vraiment eu peur pendant ma relecture que mon exemplaire de l'Inquisitoire tombe en morceaux parce qu'il n'était déjà plus très en état. C'est un exemplaire de poche de la collection 10-18 que j'avais acheté d'occasion rue Sainte-Catherine à Bordeaux à l'époque. Il y a encore le prix dessus, 20 francs. J'ai eu peur qu'il n'arrive pas jusqu'au bout. En fait, c'est bon, il a tenu. Enfin, si vous voyez bien, il a tenu, mais je crois que je ne pourrais pas le prêter et je ne pourrais pas non plus, je pense, en faire une 3e lecture sans qu'il achève de se démantibuler. On va arrêter de parler de ma vie et on va enfin parler de l'Inquisitoire. L'Inquisitoire a été publié en 1962, je l'ai dit. Et 1962, en France, c'est la fin de la guerre d'Algérie, on le sait. La fin de la guerre d'Algérie, pourquoi est-ce que je parle de ça? Apparemment, il n'y a aucun rapport entre le texte de Pinget, l'Inquisitoire, et le contexte historique et militaire, colonialiste et postcolonial de l'histoire de France. Toutefois, et c'est quelque chose à quoi je n'avais pas du tout pensé quand j'ai lu le texte la première fois, et à quoi je n'avais jamais repensé depuis, mais là, en relisant le livre, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit qu'il y avait peut-être au moins un lien à établir, ou du moins une question à poser. Cette question, c'est quoi? C'est la question de la concomitance entre la publication de l'Inquisitoire et la fin de la guerre d'Algérie. L'Inquisitoire est publié aux éditions de minuit, qui Jérôme Lindon publie Pinget depuis déjà quelques années. Minuit, la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que les éditions de Minuit ont publié en 1958 un livre qui a été immédiatement interdit par le président René Coty, qui est La question de Henri Alleg. Et La question de Henri Alleg, publié en 1958, c'est un livre très important qui, en dépit de son interdiction, va très vite se vendre à 150 000 exemplaires. Il y a une édition qui paraît en Suisse, notamment, et c'est le premier livre qui parle de la torture pratiquée par l'armée française et la police française en Algérie, dans les débuts de la guerre d'Algérie. Et la raison pour laquelle je fais un lien entre les deux, c'est pas seulement parce que les éditions de Minuit ont publié Henri Alleg, les éditions de Minuit, qui sont très connues pour avoir permis à des auteurs très expérimentaux, dits avant-gardistes, le nouveau roman, etc., etc., de développer leur œuvre. Les éditions de Minuit, on le sait, elles ont été fondées pendant la guerre, de manière clandestine, en publiant singulièrement Le silence de la mer de Vercors. Et donc, le fait que les éditions de Minuit, que Jérôme Lindon en 1958 publie un livre qui est un livre fort de teneur politique, La question de Henri Alleg, ça n'est pas surprenant non plus. Il y a donc ces 2 pans aux éditions de Minuit. La raison pour laquelle j'aimerais voir un parallèle, ou je me suis posé la question de ce parallèle, c'est que le livre de Pinget s'appelle L'Inquisitoire, il représente une scène d'interrogatoire, un interrogatoire très musclé, assez violent. L'Inquisitoire, ça rappelle l'Inquisition, et je ne peux pas m'empêcher d'y voir un lien avec la question.
La question de Henri Alleg, c'est un euphémisme. La question, c'est le nom que l'on donne à la torture. Et donc, la question de Henri Alleg est un livre qui révélait un certain nombre de pratiques torsionnaires d'un pays censé être le pays berceau des droits de l'homme, etc., etc. Et donc, évidemment, de montrer le double discours et les ambiguïtés, voire les contradictions du régime français dans son versant colonialiste. Donc l'Inquisitoire n'est pas du tout un livre politique, c'est un livre qui ne parle pas du tout de l'histoire, de l'actualité historique mondiale ou de la France, mais il paraît en 1960 dans ce contexte, torture, question, questionnement, et il représente quoi? Un inquisitoire, un interrogatoire assez violent, dans lequel une violence progressivement se fait jour. Alors la question, non pas au sens de torture, mais la question au sens intellectuel reste posée. Comment ce texte de Pinget a-t-il été reçu? Je n'ai pas fait de recherche à ce sujet, mais est-ce que l'inquisitoire de Pinget peut être, comment dire, interprété comme un texte éminemment politique en creux, c'est-à-dire à aucun moment il n'est question de la guerre d'Algérie, à aucun moment il n'est question des pratiques de la police et de l'armée française, mais finalement tout cet interrogatoire est une métaphore de ce qui dysfonctionne dans les systèmes démocratiques colonialistes contemporains de la parution du roman, ou alors c'est un texte totalement apolitique qui refuse l'engagement politique. Je ne sais pas quelles ont été, par exemple, les positions des communistes sur ce roman. Est-ce qu'il y a eu des lectures de ce roman par la presse communiste? Qu'en a pensé Sartre? Qu'en ont pensé les Sartriens? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a toute cette question liée à la date de publication aussi. Je n'ai pas parlé de la couverture de l'Inquisitoire. Cet exemplaire acheté en 1992 est donc l'exemplaire de poche. Il y a donc une époque où la collection de poche 10-18 a repris ou a publié un certain nombre de textes expérimentaux appartenant au nouveau roman des éditions de Minuit. Je sais que ma mère possédait 2 ou 3 ouvrages de Robbe-Grillet dans cette collection. L'édition dans laquelle j'ai lu La modification du buteur était également reprise ainsi en 10-18. Alors ce qui est assez curieux, c'est qu'à chaque fois, et c'est ce dont je voulais parler vite fait, à chaque fois, en fait, il y a la photo de l'auteur. Et donc ici, une photo de Robert Pinget à l'époque de la publication de l'Inquisitoire. Et c'est assez curieux parce que pour un mouvement littéraire qui a tenté de s'affranchir de la question de l'intention d'auteur, avoir des éditions de poche qui prennent en compte et qui même mettent en avant la photo de l'auteur, c'est un peu étrange. Inquisitoire, je l'ai vérifié, c'est un mot qui ne se trouve ni dans le grand Robert des années 70, ni dans le La Châtre, et finalement dans aucun dictionnaire. Qu'est-ce qu'on trouve dans le dictionnaire? On trouve inquisition, et on trouve, comme dérivé adjectivo du nom inquisition, inquisitif et inquisitorial. Et donc, l'inquisitoire, c'est déjà un néologisme. Ça appelle quoi? Évidemment, inquisitif, inquisitorial, d'une part, l'allusion culturelle donc à l'Inquisition, donc à une période historique, et ça place donc l'interrogatoire dont je vais reparler dans une perspective qui est une perspective assez inquiétante d'une part, et tout à fait historique d'autre part. Et puis par ailleurs, ça évoque le terme de réquisitoire. Mais là, ça n'est pas un réquisitoire, c'est un inquisitoire. On n'a pas de plaidoirie, on a la transcription, fictionnelle bien sûr, mais la transcription, le procès verbal d'un interrogatoire entre un suspect présumé, peut-être, s'il est interrogé, c'est sans doute qu'il est suspect, on ne comprendra jamais de quoi il est soupçonné, ni ce qui lui est éventuellement reproché. Et lui-même ne cesse d'ailleurs de demander ce qui lui est reproché ou de demander pourquoi on l'embête avec toutes ces questions. Et donc, c'est un procès verbal, et c'est censé d'ailleurs, il y a plusieurs allusions à une dactylo qui est là et qui tape en fait au fur et à mesure tout le dialogue. Donc il y a tout ce pacte tout à fait réaliste lié à l'inquisitoire ou à l'interrogatoire. Donc ici, on a tout ce côté-là. Le côté inquisitorial est très présent puisque le ton de l'interrogatoire est souvent violent et que l'interrogateur, l'enquêteur, ne cesse de donner des ordres au personnage principal, qui devient de fait le narrateur principal, et ça commence par cette célèbre incipit « oui ou non, répondez ». Et ça se termine de la même manière d'ailleurs par
Répondez, je ne sais plus, répondez, oui ou non, répondez, je suis fatigué. C'est la fin du livre, à la page 511, dans l'édition 10-18. L'Inquisitoire est un roman, mais c'est un roman particulier, qui est constitué, comme je l'ai dit, de la transcription sur plus de 500 pages d'un très long dialogue entre un enquêteur et un homme d'une cinquantaine, soixantaine d'années qui est interrogé sans que l'on comprenne d'ailleurs pourquoi et dans quel contexte il est interrogé. C'est donc un roman particulier puisqu'il est constitué d'une sorte de très très long dialogue sur 500 pages. Il y a d'ailleurs d'emblée, dans le fait que cet interrogatoire, cet inquisitoire du titre se poursuive sur 500 pages, une sorte d'impossibilité du point de vue du pacte du réel, du réalisme. Ça n'est pas du tout vraisemblable. À aucun moment il n'y a d'interruption, c'est un long flux textuel, il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de reprenons où on s'en était arrêté hier, etc. Non, apparemment cet interrogatoire est ininterrompu. Or, la raison pour laquelle je dis que ça n'est pas vraisemblable, c'est que si on s'amusait, je ne sais pas si il y a eu des captations audio intégrales, des lectures publiques intégrales de l'Inquisitoire, si on le tentait, en imaginant que l'acteur qui joue l'enquêteur et l'acteur qui joue le suspect parlent assez vite, en comptant à peu près 20 pages pour 1 heure, à peu près, on se retrouve quand même avec un interrogatoire de 25 heures. Ce qui n'est pas physiquement, biologiquement possible, ne serait-ce que par les ressources de la parole. Ça se complique d'ailleurs d'une autre donnée, qui est que le suspect est sourd et qu'apparemment il y a un certain nombre de questions qui lui sont transmises sous forme écrite. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de questions que l'enquêteur ne pose pas à voix haute, mais qu'il écrit. Donc le temps que le suspect lise, etc., et formule sa réponse, ça prend encore plus de temps. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça, parce que c'est un petit peu absurde. C'est pour dire justement que cette idée même est absurde. Donc on a un interrogatoire qui naît dans sa forme, qui est vraisemblable dans sa forme, mais qui n'est pas vraisemblable dans sa durée, dans sa longueur, dans la manière dont il est archivé, dont sa transcription est présentée. Et puis il y a un autre élément qui est très intéressant, qui est que ce très très long interrogatoire donne lieu, de la part du suspect, à un très grand nombre de descriptions. Il y a des récits de faits, il y a beaucoup de choses qui sont racontées en termes événementiels, hein, des faits qui se sont produits, mais il y a surtout beaucoup de descriptions de lieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette espèce de pléthore de détails qui est constitutive de la singularité du texte. L'Inquisitoire est un roman totalement à part, un roman totalement singulier, parce qu'il y a des pages et des pages et des pages de descriptions de pièces, de cuisine, de fêtes, de lieux, de rues, de places, il semble ne jamais s'arrêter. Or, il y a 2 détails qui manquent totalement, c'est l'identité de la personne interrogée, c'est-à-dire ce suspect qui, du fait qu'il est interrogé, donne tous ces détails, parce qu'on lui pose des questions, pour qu'il donne ces détails, on ne sait jamais qui il est, on ne sait jamais comment il s'appelle. Il finit par donner le nom de sa femme, le nom de ses enfants, mais on ne sait jamais comment lui s'appelle, ce qui est assez paradoxal. On connaît des centaines de noms, il cite des centaines et des centaines de noms, il cite des centaines de faits, il décrit des centaines de lieux, mais lui, on ne sait pas comment il s'appelle. Et de même, autre détail manquant, la raison de cette procédure. Qui l'interroge et pourquoi? La dernière chose que je voulais dire, dont je voulais parler, c'est, puisque j'ai assez peu parlé finalement du langage et de la forme de l'inquisitoire, c'est que l'inquisitoire n'est pas constitué d'un seul paragraphe, il est constitué d'une multitude de paragraphes qui correspondent aux questions et aux réponses, mais qu'en revanche, il n'y a quasiment aucune ponctuation. Il y a quelques virgules, mais il n'y a jamais de points, jamais de majuscules. Et donc l'inquisitoire fait partie de ces livres qui sont un long bloc de texte sans ponctuation. On peut penser, dans un autre style, à Christo versus Arizona de Camilo José Cela, que je n'ai pas ici avec moi sous la main, je n'ai donc pas vérifié le nom du traducteur ou de la traductrice, mais voilà, ça fait partie de ces livres qui sont en fait une seule très longue phrase, au moins dans la représentation formelle, parce que en fait, il y a une forme de tricherie, puisqu'il y a bel et bien des phrases et des structures syntaxiques séparées, indépendantes les unes des autres.
mais formellement, ça se présente comme un long bloc de texte. Sur la 4e de couverture de l'édition 10-18 figure deux citations en fait, mais c'est la deuxième qui m'intéresse parce qu'elle est de Claude Mauriac, qui est quelqu'un dont j'ai déjà parlé dans le cadre du projet Pinget. Et voilà ce que Claude Mauriac écrivait dans le Figaro lors de la parution de l'Inquisitoire. L'Inquisitoire est une longue méditation sur la vérité, ses limites et ses pièges. Livre important et beau dont nous n'épuisons pas le sens en une seule lecture. L'accumulation des détails, l'accumulation des faits, finit par poser deux questions principales. Tout d'abord, comment l'interrogateur fait-il pour se rendre compte des différentes incohérences ou pour se faire une image cohérente de tout ce qui lui est dit? De ce point de vue, alors c'est peut-être moi qui suis défaillant ou déficient, je ne sais pas comment il faut dire, mais le lecteur, a priori, n'est pas capable de retenir tous les détails que lui donne le serviteur, ce personnage qui est le suspect, qui est interrogé, et dont je parlerai plus tard. Et donc, il y a cette question, bien sûr, de la vérité. Comment peut-on être sûr que c'est la vérité si personne n'est capable de se faire une représentation globale et cohérente de l'ensemble des faits qui sont donnés? Or, parfois, l'interrogateur pose une question qui porte sur quelque chose qui a été dit 50 pages plus haut. Moi, j'ai pas toujours le courage, quand je lis, de revenir en arrière, etc. Ça pourrait faire partie des projets intéressants, c'est de faire une édition hypertextuelle de l'Inquisitoire. Ça serait un chantier énormissime, mais ça serait très intéressant de faire ça, d'avoir une édition intertextuelle qui permet de remonter en avant, en arrière, et de, éventuellement, démontrer en quoi le suspect qui donne ces milliers de détails se trompe, donc finalement déjouer les incohérences du récit, finalement, mais aussi on se rendrait probablement compte, je n'ai pas fait cette vérification, mais on se rendrait probablement compte que l'interrogateur pose des questions qu'il n'est pas fondé à poser, c'est-à-dire il pose des questions sur quelque chose qu'il ne peut pas savoir. Et donc ça serait évidemment très intéressant à démontrer. Et c'est pour ça que Claude Mauriac, qui était très intelligent et qui était lui-même emporté à ce moment-là dans un projet romanesque très similaire, peut écrire que c'est une longue méditation sur la vérité, ses limites et ses pièges. Quand on lit ce livre, avec nos propres, limites neurologiques, cognitives, humaines, on est mis face à l'impossibilité de vérifier l'ensemble de faits de manière à établir leur véridicité, leur authenticité. Et donc c'est en cela que le livre est une méditation sur la vérité et sur l'appréhension de la vérité par un être humain. J'ai lu, je ne sais plus exactement où, que le texte de l'Inquisitoire avait été en fait, à l'origine, un pari entre Pinget et son éditeur, entre Pinget et Jérôme Lindon, car Jérôme Lindon lui avait dit en quelque sorte qu'il n'était pas capable d'écrire en 6 mois un livre de 500 pages. Et Pinget avait voulu relever le défi, et le résultat, c'est ce livre-ci, l'Inquisitoire. Alors je n'ai pas vérifié mes sources, je sais très bien que j'ai lu ça sur un site fiable ou dans un livre de critique sur Robert Pinget ou dans une biographie de Robert Pinget. Mais voilà, je redonne ça pour ce que ça vaut, c'est-à-dire c'est ma mémoire qui vous rappelle cela, mais je n'ai pas revérifié la source. Alors il faut quand même, avant que je parle un peu plus de la question de la vérité et de la manière dont l'Inquisitoire est de fait un récit qui questionne le rapport du lecteur à la vérité, il faut peut-être que je raconte, non sinon l'intrigue, parce qu'il n'y en a pas, mais le contexte du livre. Le narrateur, celui que je vais appeler le narrateur, mais qui n'est pas un narrateur au sens classique, le narrateur, le suspect, l'homme qui est interrogé dans cet interrogatoire, dans cet inquisitoire, était le serviteur, l'homme à tout faire, de deux messieurs, très probablement un couple homosexuel, qui possèdent une gigantesque propriété, quelque part dans la topographie imaginaire de Pinget entre Fantoine et Agappa. Et dans le roman, on retrouve Fantoine, Sirancy, le Chanchez, toute cette toponymie et toute cette topographie à laquelle le lecteur de Pinget est déjà habitué au moment où l'Inquisitoire est publié en 1962. Cet homme à tout faire n'est plus employé par ses maîtres, il est resté 10 ans à leur service et il n'est désormais plus employé par eux. Apparemment, la raison pour laquelle on lui pose des questions, c'est parce que le secrétaire a disparu, le secrétaire a quitté son emploi un peu avant lui.
un peu avant l'homme à tout faire. Et donc tout ça semble être le point de départ. Les relations entre l'homme à tout faire, le narrateur du livre, et ses maîtres, les relations entre ce narrateur et les autres domestiques, Marthe, la cuisinière, singulièrement, mais aussi le secrétaire. Et donc il y a tout un mystère autour de la disparition du secrétaire, mais cette disparition n'est finalement jamais directement l'objet de questions détaillées. Il semblerait que l'enquêteur cherche à savoir absolument tout de la situation, du passé des différents protagonistes, des lieux, bien sûr, des différents faits ou des différents événements, mais ne s'intéresse pas directement à ce qui s'est passé après ou dans les jours qui ont précédé la disparition du secrétaire. Et donc ça, c'est tout le contexte de ce livre. À partir de là, à partir de cette situation de départ, les questions sont posées, et donc l'homme à tout faire va dire tout ce qu'il sait. Il va raconter tout ce qu'il sait, en remontant parfois très très loin dans le temps, avant même d'être employé chez ses patrons. Il va également parler, parce que des questions lui sont posées à ce sujet, il parle également de ce qu'il fait depuis qu'il ne travaille plus chez ces messieurs, comme il les appelle, hein, je mets les guillemets de circonstance. Voilà, donc ça c'est la structure textuelle. Et donc c'est ça pendant 500 pages. Donc il faut le savoir, quand on lit ça, alors on peut très bien commencer à le livre sans savoir que c'est ça. Si on le feuillette rapidement, ce que j'avais dû faire moi dans la librairie d'occasion où j'avais acheté le livre, si on feuillette rapidement le livre, on comprend que ça va être ça pendant 500 pages. La vérité, oui, mais avec un témoin principal, un informateur principal, ce personnage interrogé, qui est sourd, je l'ai déjà dit. Et effectivement, on est en droit de se poser des questions sur la fiabilité d'informations qui proviennent de quelqu'un qui dit lui-même ne pas entendre et ne pas forcément comprendre ou ne pas suivre tout ce qui se dit ou tout ce qui se fait tout le temps. Et cela d'ailleurs lui est reproché, ou en tout cas la question lui est posée par l'interrogateur, et je cite « Votre état est-il désespéré? Avez-vous vu un spécialiste ?» Page 76. Question à laquelle l'homme à tout faire répond « J'en ai vu un il y a 2 ans, il m'avait prévenu, alors maintenant, mais on s'habitue, on observe mieux. Tenez, tout ce qu'on a sous les yeux au café par exemple. Autrefois je ne l'aurais même pas remarqué, maintenant je me dis c'est une compensation. Si je dure encore longtemps, j'aurai peut-être un don donné, comme on dit, pour l'observation. » Et donc voilà effectivement comment s'explique ou comment se justifie cette surdité et le fait qu'il puisse être malgré tout fiable en tant qu'informateur. Cette question de la fiabilité de cet homme en tant qu'informateur, et c'est l'unique source d'information et de renseignement de tout le roman, donne lieu à des échanges parfois assez vifs avec l'inquisiteur, l'interrogateur. Ainsi, à la fin du roman, 50 pages à peine avant la fin du roman, lors de l'interrogatoire, l'homme laisse échapper le mot « et puis le donge », et puis il se reprend, on lui pose la question « qu'alliez-vous dire ?» et il se met alors à révéler que la propriété de ses maîtres inclut aussi un vieux château derrière, un donjon, avec de nombreuses pièces qu'il n'avait pas décrites, dont il n'avait jamais parlé. Et du coup, évidemment, on lui demande alors de tout décrire et d'expliquer ce qu'il y a dans ce donjon. C'est à cette occasion-là que l'on découvre la présence de l'astronome, Monsieur Pierre, de l'astronome amateur Monsieur Pierre au 2e étage. Et tout ça, évidemment, avait été entièrement passé sous silence pendant 450 pages par l'homme à tout faire. Ce que l'inquisiteur fait remarquer. Il est difficile de vous croire après vos louvoiements et vos omissions continuelles. Page 473. Et il répond « Ça m'est égal, ça m'est bien égal, même ça me fait plaisir. Tout ce fatras que mademoiselle tape sur sa machine, c'est comme si ce n'était pas moi qui l'ai dit. Vous me tirez les vers, on sait ce qui vient. Il y a des choses qu'on doit faire tout seul et qui n'intéressent que les vicieux comme vous. Oui, je le dis vicieux, si je n'avais pas eu à les dire ou si je les avais dites posément en prenant mon temps, elles n'auraient pas été pareilles. Au lieu que comme ça, vous allez en tirer avantage sur ces messieurs ou sur les autres ou sur moi, on digère lentement les choses et avant d'être digérées, elles peuvent faire du mal, elles ne sont pas comprises. On est tenté de les rejeter avant, quand on n'a pas l'expérience, on est comme ça, toujours pressé de se faire des idées avec des bribes et tous nos jugements sont faux par le fait. Mais avec le temps, tout se digère.
il n'y a rien empoisonné, il n'y a que cette bête de vitesse qui nous abrutit à petit feu. Non, fichez-moi la paix un moment que je vide mon sac. Parfaitement, nous abrutit. Croyez-vous que je ne m'en rends pas compte, etc., etc. Et donc, à l'inquisiteur qui lui oppose ces louvoiements et omissions continuelles, il oppose l'impossibilité d'atteindre la vérité, puisqu'il prétend que sous le régime de l'interrogatoire, il présente et il dit les choses d'une certaine manière, et que s'il avait pu prendre le temps de rédiger lui-même un texte sans y être contraint, sans être interrogé, il aurait dit, il aurait écrit autre chose, et la réalité aurait été tout autre, et aurait été plus proche en fait de la vérité. Donc évidemment, il y a toute cette question du pacte fictionnel, effectivement le livre, comme l'a écrit Claude Mauriac, dans le Figaro à la sortie du roman, est une très profonde et très brillante réflexion sur la vérité. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est que dans cette réponse, le personnage de l'homme à tout faire soulève un coin du voile et semble suggérer qu'il s'agit d'un régime inquisitorial, effectivement, et notamment avec « vous allez en tirer avantage sur ces messieurs ou sur les autres ». Et donc on a l'impression que tout cet inquisitoire semble avoir pour but de dénoncer ou de prendre à revers ou de prendre en faute les personnages dont il est question dans les comptes rendus de l'homme à tout faire. Troublant parce que là encore, on est en 1962, on est en pleine guerre froide, et j'ai parlé de tout le contexte implicite de la torture et de la guerre d'Algérie, mais on peut aussi tout à fait imaginer qu'il s'agit des grands procès en délation et des grands procès en autocritique de l'entre-deux-guerres en Union soviétique et de l'immédiate après-guerre dans les États satellites de l'Union soviétique. Donc il peut y avoir aussi tout ce côté-là qui est sous-jacent dans l'inquisitoire. J'ai dit plus tôt qu'il fallait, quand on lit l'inquisitoire, quand on entre dans ce livre, s'attendre à lire 500 pages de descriptions de lieux, de topographie, de descriptions de pièces, des histoires sans fin sur des personnages plus ou moins nets, plus ou moins précis, et le fait qu'un lecteur puisse être exaspéré par cette accumulation de détails et puisse trouver totalement vain d'un point de vue esthétique ou d'un point de vue littéraire une œuvre qui est entièrement constituée finalement de descriptions et de ragots, de rumeurs, est en fait inscrite dans le texte. Cette possibilité qu'un lecteur puisse se rebeller ou puisse trouver ça inintéressant est inscrite dans le texte, puisqu'à un moment donné, même à plusieurs moments, mais je ne citerai qu'un passage, là encore vers la fin du livre, page 457, l'homme à tout faire lui-même reproche à son inquisiteur de lui faire dire des quantités de choses inintéressantes. Je cite, « Il y a d'abord à gauche le grand lit à rideaux de soie bleue, et une table de nuit qui sent encore, et deux grosses bergères recouvertes en soie rose à petites fleurs grises et vertes, grises ou vertes, des petites fleurs grises, je veux dire des petites fleurs, ça recommence. Qu'est-ce qui recommence ? Tout ça qui recommence, les fauteuils, les petites fleurs, les bahuts, les pots de chambre. Poursuivez. Comment est-ce que ça peut vous intéresser ? Poursuivez. 20 pièces encore. Ensuite, il y en aura d'autres. Et vous me direz de les dire, et encore des cuisines, des domestiques, des histoires à Sophie, des couchages, des familles, des kilomètres de rues et d'escaliers, de cagibis et de bazars d'antiquaires, d'épiciers, de bouchers, de mouises. Partout dans notre tête, quelle misère tout ça, tout le temps qui recommence, pourquoi tous ces morts autour de nous, tous ces morts qu'on cuisine pour les faire parler, quand aurez-vous fini? Je n'ai rien demandé. Est-ce qu'il va falloir tout le temps que je recommence le soir au bistrot dans la rue? Qu'est-ce que, calmez-vous, décrivez. Des pièces vides, maintenant, est-ce que ça vaut mieux? Vous avez dit qu'il y en avait 6 de meublés. 6 ou 7 ou 10, est-ce que je sais? Dites le nombre exact. Il n'y a pas de nombre dans ma tête, je ne sais pas compter. Donc il y a là une vraie rébellion de la part de l'homme à tout faire au cours de l'interrogatoire, et cette rébellion prend la forme d'une sorte aussi de rejet même de la structure du livre, et donc on se trouve dans une situation assez intéressante dans laquelle l'inquisiteur, celui qui pose les questions, est une sorte d'image du romancier, de l'auteur du livre, qui décide d'écrire 500 pages de description, de couchage, de mouise, pour prendre la critique très forte et le terme extrêmement injurieux à ce sujet. Et l'homme à tout faire est une sorte de lector in fabula, comme aurait dit Umberto Eco, de lecteur qui se rebelle contre
contre le texte, contre le livre, et qui rejette en fait le modèle esthétique proposé par ce roman. Et donc il y a tout ce passage ici qui est évidemment qui est une sorte de mise en abîme, qui est métafictionnel aussi, et qui est intéressant, et qui aussi souligne la possibilité que ce livre soit un livre infini. Et de fait, il commence par oui ou non répondez, il se termine par oui ou non répondez, et par la réponse de l'homme à tout faire, je suis fatigué. Et on ne sait pas du tout pourquoi le livre se termine sur oui ou non répondez, je suis fatigué. Est-ce que c'est un refus de continuer à parler? Est-ce que simplement la transcription s'arrête? Ou est-ce que, on peut imaginer, l'homme à tout faire meurt aussi à ce moment-là? Si l'on intègre cette fiction d'un interrogatoire qui dure de manière ininterrompue pendant des heures et des heures et des heures et des heures, au point de donner lieu à une transcription de 500 pages, on peut imaginer que l'homme à tout faire, qui n'est pas tout jeune, qui dit avoir des problèmes de santé, puisse par exemple avoir une crise cardiaque et le livre s'arrête comme ça. C'est une hypothèse parmi d'autres. Donc on a tout ce plan de rejet du modèle textuel, de rejet de l'œuvre qui est inscrit au sein de l'œuvre. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce qu'on est dans un moment clé du nouveau roman, de rejet par une partie du public de ces nouvelles formes expérimentales. Et donc le rejet de l'expérimentation littéraire, de l'expérimentation esthétique, est inscrit à l'intérieur du texte. En faisant la vidéo, mon livre continue de se disloquer. J'en avais parlé au début de la vidéo, il n'a quasiment pas survécu à la deuxième lecture, à la relecture, et il ne va visiblement pas survivre à la vidéo elle-même et à la présentation du livre. Je voulais parler d'autre chose, je ne voulais pas parler du livre qui se disloque, encore que là encore, on puisse envisager cela comme une métaphore, et tout finit par devenir potentiellement métaphorique. Ce n'est pas de cela que je voulais parler, mais dans la foulée de ce que je viens de dire, je voulais parler de l'insolence de l'homme à tout faire vis-à-vis de son interrogateur, vis-à-vis de l'enquêteur, vis-à-vis de l'inquisiteur. Et pour parler de cette insolence, je veux citer plusieurs passages. À la page 51, ça veut dire que ça commence très tôt quand même dans l'interrogatoire, je cite « Qui est ce Ducreux ? L'architecte qui s'occupe généralement des transformations dans la maison, je l'ai dit. Est-il souvent reçu par vos patrons ? C'est un ami, oui, je l'ai dit. Pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné parmi les personnes ordinairement reçues ? Parce que je ne suis pas un bottin. Répondez. Si vous croyez que j'ai dans la tête tous les noms des gens qui viennent, vous vous trompez, etc. etc. Donc évidemment, la réplique « parce que je ne suis pas un bottin » est censée être drôle aussi, à savoir qu'il est insolent, mais il est drôle dans son insolence. Autre exemple, à la page 147, « Pourquoi avoir dit que les amis de Miette sont en général des antiquaires ? Je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il y en a. Quels sont-ils » Déjà, on remarquera, je n'ai pas du tout parlé du langage, je fais juste une parenthèse, là. Je n'ai pas parlé du langage, mais il y a une espèce de variation permanente entre des formes syntaxiques un petit peu archaïques, voire recherchées, et puis un langage qui est globalement très familier, et là encore très daté, avec beaucoup d'interjections qui ne se disent plus du tout de nos jours, qui datent le texte, et qui je pense le dataient déjà en 1962. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il y en a. Quels sont-ils ? Soif, Blainville, Louvois. Pourquoi ne les avoir pas mentionnés nommément parmi ses amis ? Vous me ferez tourner en bourrique. Et là encore, vous voyez, tentative de la part de l'homme à tout faire, de se rebeller, de se révolter, et sous une forme qui est quand même assez insolente. Alors ça se poursuit, il y a comme ça des incartades régulières, pas tout noté, mais par exemple, page 440, celle-là je la trouve assez drôle. Je ne comprends pas la question. Café Morgione. Il rigolait en emmenant Fifi. Et Poulet. Quoi, Poulet ? Dans les bras de qui a-t-il fini la nuit ? Pas dans les vôtres, toujours. Et là, effectivement, ça donne lieu, évidemment, à répondre à chaque fois qu'il se révolte, à chaque fois qu'il se moque de l'enquêteur en lui disant « pas dans les vôtres », ce que moi je trouve très drôle, évidemment, l'enquêteur reste dans son rôle, il dit « répondez », et l'homme à tout faire revient dans son rôle de personne interrogée et répond « je n'en sais rien ». Et ce qui est intéressant aussi, c'est que juste après, je n'ai pas l'habitude d'espionner les gens. Or, tout le livre repose sur la faculté d'observation quand même, et l'immense capacité qu'a ce narrateur, témoin, suspect, à décrire les événements, à décrire les pièces, à décrire les lieux, mais aussi à se souvenir d'un très grand nombre de choses. Donc là, encore une sorte de mise en abîme assez paradoxale.
Je termine avec un dernier exemple d'insolence. Pourquoi Gérard était-il furieux après la fête? Ça, c'est page 449. Et il s'agit, là, l'enquêteur, comme très souvent l'inquisiteur, reprend un élément qui a juste été mentionné en passant plusieurs pages auparavant par l'homme à tout faire dans son témoignage au cours de l'interrogatoire. Pourquoi Gérard était-il furieux après la fête? Et justement, l'homme à tout faire réplique « Vous n'avez pas les oreilles quelque part ?» Répondez, Riquet lui avait soufflé, le petit villageois, ils se sont retrouvés le lendemain, etc. Vous n'avez pas les oreilles quelque part, qui est évidemment un euphémisme de vous n'avez pas les oreilles au cul, qui là encore bon, est censé aussi rompre le rythme des révélations, montrer que l'informateur qui informe sous la contrainte se révolte régulièrement, est aussi un élément ici humoristique. J'ai dit que je parlais assez peu de la langue dans cette présentation de l'inquisitoire, et c'est certainement dommage. Je voulais tout de même remarquer quelque chose qui est la présence assez fréquente du passé surcomposé. Alors le passé surcomposé, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette forme, ça n'est pas une forme évidemment standard du français, elle ne se trouve pas dans les grammaires normatives, mais c'est une forme usuelle à l'oral, qui commence à être un petit peu daté, qui moi me rappelle assez régulièrement mon grand-père maternel qui utilisait le passé surcomposé et qui m'avait appris même comment ça s'appelait. Mon grand-père maternel était instituteur. L'informateur, quand il est interrogé, utilise régulièrement ce passé surcomposé qui est certainement une marque à la fois d'oralité et aussi un petit peu d'archaïsme dans le texte. Je prends juste un exemple à la page 93. « Mesdames de Bois Suspect et de Hem connaissaient telle rivière. Elles l'ont eu vu ici, mais il ne venait pas souvent en juin, mais je crois que la duchesse était en rapport avec lui à Paris pour sa collection de faux. » Et donc, elles l'ont eu vu ici, c'est ce passé surcomposé, c'est-à-dire il y a deux auxiliaires, c'est comme ça que le passé surcomposé se forme. Au lieu d'avoir uniquement un auxiliaire être ou avoir, on a une double auxiliation qui marque une antériorité supplémentaire. Et d'ailleurs, le passé surcomposé, s'il existe dans la langue, s'il existe dans un certain nombre d'énoncés, c'est parce qu'il n'y a pas d'équivalent sémantique dans les temps standards. Et donc voilà, il se trouve aussi dans l'inquisitoire. J'ai parlé tout à l'heure de l'insolence de l'informateur au cours de l'interrogatoire. Il y a une forme d'insolence, ou en tout cas de discontinuité ou de conflit entre l'inquisiteur enquêteur et le narrateur interrogé, c'est l'homme à tout faire, au cours de l'interrogatoire, veut donner un certain nombre de détails, mais il en est empêché par l'inquisiteur. Et donc il voudrait donner des détails, ajouter des commentaires, mais l'enquêteur l'interrompt. On trouve ça notamment aux pages 343 à 345, toujours dans l'édition 10-18. Poursuivez, il y a aussi un piano où les commis s'exercent pour passer le temps le soir. Madame Nénès, dans le temps, jouait très bien la marche des dragons. La façade, 4 fenêtres à chaque étage, il y a 16 chambres en tout en saison, avec les vacanciers en plus, c'est toujours plein. Donc il continue. Ils font restaurant au rez-de-chaussée, c'est bon marché et propre. Madame Nénès, sa spécialité, c'est poursuivez. À côté, il y a l'impasse du Canesson qui mène derrière la vinaigrerie d'Ourza, une petite entreprise qui dure depuis 50 ans. Elle ne fera plus long feu. Leur cornichon, poursuivez, poursuivez. À gauche, au fond de l'impasse, il y a une entrée sur le jardin du chasseur avec un genre de pergola qu'ils ont transformé en genre d'aquarium pour les clients au printemps, etc. Ils ont mis un rideau de tuya pour cacher le mur de 2 mètres de haut. La place. Et donc, un peu plus loin, pareil, page 345. On ne veut pas des femmes acrobates genre Moscou. Poussinet était très monté contre ceux qui disaient ça. Il les a traités de réactionnaires bouchers, cutéreux, capitalistes. La place. Et donc à chaque fois, l'enquêteur ne cesse d'interrompre le témoin, le suspect, et de lui demander de passer à autre chose et de ne pas se perdre dans des détails qui n'intéressent que lui. Et donc ça, c'est encore un autre élément de variation qui permet, parce que peut-être que parfois vous vous posez cette question-là, qui permet aussi de rompre la monotonie possible, même probable, liée à la structure même. Le fait qu'on ait cet interrogatoire qui va toujours dans le même sens, qui parle toujours un petit peu des mêmes choses, sans qu'on sache réellement ce que l'enquêteur recherche, il y a évidemment un certain nombre de tactiques textuelles de la part de Pinget pour rompre la monotonie. Il y a notamment celle-là, c'est des moments où le suspect témoin, l'homme à tout faire, s'emballe, veut donner des détails qui sont refusés ou récusés par l'interrogateur. J'ai lu dans un commentaire sur les réseaux sociaux à propos de l'inquisitoire, et à un moment donné
où je crois j'annonçais que la prochaine vidéo serait consacrée à l'Inquisitoire, un commentaire de quelqu'un qui se rappelait avoir adoré le livre et l'avoir notamment trouvé tout à fait hilarant. Alors j'ai déjà fait une allusion à 2 ou 3 passages que moi je trouve savoureux et dont je trouve qu'ils sont humoristiques. Toutefois, je veux quand même signaler que j'ai quelques réserves par rapport à l'humour de Pinget, qui me paraît quand même assez daté sur un certain nombre de points. Alors cet humour repose en partie sur le jeu autour de l'onomastique. C'est une ligne qui traverse en fait toute l'œuvre de Pinget. J'en ai déjà parlé, notamment à propos du renard et la boussole, mais pas seulement. Et il est vrai qu'il y a un certain nombre de personnages qui participent de tout ce qui est un petit peu louche, notamment d'un point de vue sexuel, dans les histoires que raconte l'homme à tout faire. Et ces personnages peuvent porter des noms tels que Bouge-Croupe ou Hotcock, ou un autre personnage à fort potentiel érotique, dont il a d'ailleurs déjà été question, il me semble, dans Baga, dans le roman Baga, la duchesse de Bois-Suspect. Et aussi la duchesse de Hem. Pinget, avec ces noms-là, s'amuse à parodier la littérature érotique, la littérature de genre, les romans érotiques, soit du XVIIIe siècle, soit plus probablement, en fait, toute la production érotique un peu industrielle de l'immédiate après-guerre. Il y a ce côté parodique, ça n'est pas en soi extrêmement hilarant, et surtout, il y a une source principale de comique dans le roman, qui est le recours à ce que j'appelle, moi, par référence au personnage de Mrs. Malaprop dans une pièce de Sheridan, les malapropisms, c'est-à-dire les tournures mal à propos, les coq à l'âne, les erreurs sur les mots. Alors on trouve ça dans l'œuvre de Proust, dans La recherche du temps perdu, il me semble dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est le liftier qui n'arrête pas de se tromper sur les mots, voilà, donc on retrouve ça ici chez Pinget, à savoir que le suspect, l'informateur, l'homme à tout faire, n'arrête pas de se tromper dans les mots, et notamment dans les mots savants. Par exemple, je prends juste un exemple, mais il y en a des dizaines et des dizaines, il appelle les Yougoslaves les Yogourslaves, sans doute par confusion d'ailleurs aussi avec les yaourts bulgares. Donc, voilà, donc il y a cette utilisation du vocabulaire, cette utilisation des pataquès ou des erreurs sur le lexique, qui sont censés provoquer le rire, qui sont censés être drôles. Moi, ça ne me fait pas énormément rire en soi, d'abord parce qu'on a vu ça un petit peu partout. Surtout, une des raisons pour lesquelles ça ne me fait pas énormément rire, c'est que c'est un petit peu un rire de classe. Et peut-être qu'on est plus sensible en 2019 qu'on était en 1962 à cette question-là, à savoir qu'il s'agit finalement de faire rire aux dépens des gens qui ne sont pas cultivés, ou qui ne parlent pas bien, ou qui n'identifient pas le vocabulaire scientifique. Il y a donc un humour, mais qui est un humour de classe, un humour en quelque sorte assez férocement classiste. Le comique de répétition dans l'Inquisitoire repose principalement sur les erreurs de lexique de l'homme à tout faire, qui appartient aux classes populaires, qui n'a pas reçu beaucoup d'instructions, et qui donc se trompe sur des mots savants ou un peu compliqués, ou alors sur des références culturelles. Ainsi, dans une des nombreuses descriptions de mobilier et de tableaux, on trouve ce type de comique, et je trouve pour ma part que cette description est entachée par cela. Je disais tout à l'heure, peut-être que c'est une question contextuelle, que ce type d'humour classiste faisait tout à fait rire et ne posait aucune espèce de problème idéologique apparent dans les années 60. J'en doute quand même, mais en tout cas de nos jours, c'est quand même assez gênant. Je lis. Dans ce long passage, d'ailleurs je peux vous montrer ça, vous voyez, c'est vraiment un grand bloc de texte, sans aucun paragraphe. Elle a à côté d'elle un homme qui lui tient l'épaule d'une main, de l'autre les rênes d'un char à 4 chevaux qui s'envole en tournant sur la gauche vers un bout de ciel avec juste la place pour de petits anges à gros derrière qui font la chaîne jusqu'à une autre bonne femme sur le nuage. Elle a plein de fleurs sur la tête et une mandoline qu'elle tient du bout des doigts. On dirait qu'elle veut la laisser tomber sur le soldat d'en bas. C'est fait par un boucher, paraît-il célèbre à l'époque. Ensuite, il y a le passage du salon à la petite salle à manger, c'est le hall d'entrée prolongé, fermé au milieu. À gauche, la grande ouverture de la salle à manger, à droite, la porte du bureau, au fond, celle du hall. Donc évidemment, tout le fonctionnement de ce passage repose sur le fait que le lecteur impliqué, c'est-à-dire le lecteur supposé du livre, lit cette description dans le langage et avec le regard de l'homme à tout faire, qui n'a pas de culture picturale et de culture scientifique, mais le lecteur impliqué est censé bien sûr
comprendre qu'il s'agit d'un tableau de Boucher, le peintre. Et évidemment, l'homme à tout faire, il se trompe, il croit, on lui a dit que c'était de Boucher, qu'il était célèbre au XVIIIe siècle, et du coup, lui, il a compris que c'était un boucher qui avait fait ce tableau. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne trouve pas ça très drôle. L'Inquisitoire est un roman entièrement fondé sur des rumeurs, des ragots, ce que l'informateur lui-même appelle toute cette mouise à un moment donné. Outre les très nombreuses descriptions de lieux, les descriptions topographiques, il y a, dans la manière dont les informations s'enchaînent, un accès progressif à un certain nombre de secrets, de sorte que l'inquisitoire joue tout de même sa fonction. J'ai pu donner l'impression dans cette présentation que l'inquisitoire ne débouchait sur rien, qu'on ne savait jamais vraiment à quoi ça rimait ou quel était l'objectif visé par l'inquisiteur. On ne sait pas si c'est vraiment ce que voulait l'inquisiteur, mais l'informateur finit par cracher le morceau, ou par cracher un certain nombre de morceaux, c'est-à-dire par révéler un certain nombre de secrets. À propos de celui qu'il appelle le larbin, Éric Randon, ou à propos du secrétaire, qui semble être le point de départ de l'enquête, il y a également des secrets qui émergent à propos d'une collection de faux tableaux, c'est un autre élément. Toute une sorte d'organisation un peu parallèle de fraude fiscale généralisée est également mise à jour au fur et à mesure des révélations et de l'interrogatoire. Ça, c'est un troisième élément qui émerge, ce qui fait que, d'un certain point de vue, si on imagine que l'enquêteur, la personne qui pose les questions, est quelqu'un, par exemple, de la police, eh bien, il y a un certain nombre d'informations que la police et la justice peuvent mettre à profit suite à cet inquisitoire. Donc c'est un inquisitoire qui n'échoue pas entièrement, qui ne donne pas lieu juste à une sorte de torrent de rumeurs sans queue ni tête et sans intérêt. Il y a aussi, outre les fraudes fiscales, la découverte de la présence d'un troisième maître, Monsieur Pierre, qui est cet astronome amateur qui occupe le deuxième étage du donjon. Et ça, c'est tardif dans le roman, et visiblement, il y a une relation, on va dire, de respect, de cordialité entre l'homme à tout faire et cet astronome amateur. Il y a les meurtres du dénommé Johann. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit peu plus bizarre, parce que comme l'homme à tout faire ne cesse de le dire au cours de l'interrogatoire, dans tout le passage où il en est question, tout a été dans la presse, tout a été jugé, voilà, le procès a eu lieu, etc. Et c'est d'ailleurs un des moments dans lesquels on se dit que vu que l'interrogateur et l'enquêteur ne cessent de poser des questions à ce sujet et semblent ne rien savoir sur rien à ce sujet, ça n'est probablement pas quelqu'un qui relève de la police. Donc là aussi, il y a une sorte de paradoxe à ce moment-là, à savoir que si l'interrogateur débarque totalement sur des faits qui ont été déjà jugés, qui ont fait l'objet d'enquêtes, dans lesquelles la police est intervenue, s'il y a ça, c'est sans doute que cet enquêteur n'appartient ni à la police ni à la justice, n'appartient pas à un système, on va dire, reconnu d'autorité fondé à poser des questions, à faire cet interrogatoire. Et donc du coup, évidemment, on tourne plus, ou on lorgne plus, ou on penche plus du côté d'un inquisitoire officieux. Puis enfin, pour en terminer sur les secrets, puisque finalement cet inquisitoire débouche sur cet interrogatoire, je reprends à mon compte bien sûr le néologisme qui donne son titre au livre, mais cet interrogatoire finit par déboucher sur des révélations au sujet des secrets. Les révélations principales concernent l'homme à tout faire lui-même, le fait que sa femme et son enfant sont morts au début de son service pour ces messieurs, comme il le dit, et que suite à la mort de sa femme et de son enfant, il a des visions, il est tourmenté, il est obsédé, et notamment il voit le diable partout, et il se livre à des rites d'exorcisme, et à des rites, on va dire, de magie noire. Hein. Je vais citer le passage in extenso, parce que c'est quand même assez troublant. Je vais même commencer à la page 267. Comment voyez-vous le diable? Il vaut mieux ne pas parler de ça. Répondez. Il n'a pas tout le temps la même figure, il ne vient pas tout le temps de la même façon.
En général, avant de me coucher, je le sens, les choses ne sont plus pareilles. On dirait qu'elle se déplace ou tout à coup, il n'y a plus d'eau au robinet ou la porte de ma chambre ne ferme plus. Je ne devrais pas me coucher, c'est lui qui me pousse dans le lit. J'ai essayé de rester debout, c'est impossible. Une fois couché, je laisse la lumière, je sais qu'il attend. Et tout à coup, la lumière s'éteint. Je ne le vois pas tout de suite. Il a un bonnet sur les yeux. Quand il l'enlève, il ressemble à Marie avec un nez crochu, ou Madame Émerand qui se met à rire, ou bien ils se tiennent par la main. Ils ont presque la même figure. Je dis ma prière, ils disent « C'est ça, fais ta prière ». Et ils sortent de leur sac la tête de mon petit. Sa bouche toute tordue. « Non, je ne veux pas. Ils vont venir. Non, je ne veux. Calmez-vous. » Est-ce toujours de votre femme et de votre enfant qu'il vous parle? Toujours. Jamais de votre vie chez ces messieurs. Non, à moins qu'ils prennent la figure de quelqu'un que je n'ai vu qu'une fois chez eux, et je me souviens tout à coup. Pourquoi dites-vous que la lumière s'éteint? Parce que c'est vrai. Ne pensez-vous pas que vous l'éteignez vous-même dans le demi-sommeil? Quand j'étais jeune, ça m'arrivait. Maintenant, plus. C'est lui. Le docteur Vernet existe-t-il toujours? Oui. Est-ce lui qui a diagnostiqué la maladie de votre enfant? Oui, il l'a emmené à l'hôpital tout de suite, mais c'était trop tard. Vous n'avez jamais pensé à revoir le docteur, à lui demander des précisions? J'aimerais mieux mourir, du reste il mourra avant moi. Qu'en savez-vous? Je sais. Comment? Je ne peux pas le dire. Répondez. Parce qu'il est piqué avec des épingles. Que voulez-vous dire? Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas la peine. Répondez. Sa photo, je l'ai piqué avec des épingles. Et ça le fera mourir, oui. L'avez-vous fait avec des photos de monsieur et madame Émerand? Oui. Et vous ne vous sentez pas responsable de leur mort? Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Comment Dieu? Il m'a dit. Il vous a inspiré ce moyen? Oui. Avez-vous tué d'autres personnes de cette façon? Ce n'est pas moi, ils sont punis pour le sang. L'avez-vous fait à d'autres personnes? Non. La mort dans ce cas n'est donc pas immédiate. Il faut piquer longtemps. Le diable vous aide-t-il? Vous n'y croyez pas, vous devriez faire attention. Attention à quoi? À lui. Pourquoi? Il est à côté de vous. Ici, la lampe a bougé. Il va vous toucher. Attention, le voyez-vous? Calmez-vous, répondez. Il vous a touché. Où? Il est parti. Comment était-il? Votre figure. Il va revenir. Je ne sais pas. Quand l'avez-vous vu pour la première fois? Répondez. Quand l'avez-vous vu pour la première fois? Après la mort de Marie, mais je l'ai senti avant, sitôt entrés chez Émerand, ils avaient bien choisi leur coin. Voilà, je ne poursuis pas, c'est très difficile de couper le texte, mais donc on a évidemment toutes ces visions, toute cette magie noire, qui fait que l'homme à tout faire révèle, très entre autres, que voilà, il tue des gens en les piquant avec des épingles. Donc il a une sorte de confession d'un meurtrier à ce moment-là, sauf que, en fait, comme il le dit, comme il le comprend lui-même, l'interrogateur ne le prend pas au sérieux. Quand il dit « vous n'y croyez pas, vous devriez faire attention ». Et donc il voit le diable, il est persuadé que sa femme et son fils ont été tués par le docteur et par les Émerand, et du coup il s'est vengé et il continue à se venger. Donc il y a tout ce côté, comment dire, totalement, j'allais dire fantastique, oui, enfin qui est de l'ordre du fantasmagorique, de l'irréel le plus absolu, qui vient interférer en plein milieu du livre, on est vraiment au cœur du livre, autour des pages 250-270, qui vient interférer avec un texte dont le principe de création est une sorte de mimétisme réaliste absolu. Et donc là, tout d'un coup, on a toute cette fantasmagorie, toute cette magie noire qui vient intervenir dans le récit. Il me reste à parler de la fin et du sens que l'on peut donner à la fin. Je vais me contenter de lire la dernière page de l'Inquisitoire. Et mon hypothèse est que une des interprétations possibles sur la fin du roman, c'est que l'ensemble de cette monumentale et torrentielle énumération de faits, d'événements et de descriptions de lieux qui a débouché sur des révélations sur un certain nombre de secrets, eh bien l'ensemble de ce livre qui constitue le roman L'Inquisitoire est peut-être le produit d'un très long rêve d'interrogatoire. Répondez, avez-vous envisagé un moyen de revoir Monsieur Pierre? Jamais je n'oserais le déranger. Ou alors, comme j'ai rêvé, un jour, un matin, je me promenais dans mes petits chemins. Poursuivez. J'en ai pris un que je ne connaissais pas et je vois Marie dans un jardin avec notre enfant et elle me dit « entre, entre ». Et j'entre dans la cuisine où il y avait Monsieur Pierre. Poursuivez. Il nous offrait à dîner. On avait toute la nuit pour parler des étoiles et une nuit et une autre et on allait parler longtemps. Poursuivez. J'entendais tout.
j'entendais tout, je lui disais tous les noms. Cyril est venu me secouer. Vous rêviez au café? Je ne sais plus. Vous vous étiez endormi au café? Je ne sais plus. Vous est-il arrivé de vous endormir au café? Répondez. Vous vous étiez endormi ce jour-là au café? Je ne sais plus. Répondez. Oui ou non, répondez. Je suis fatigué.